On va attendre quelques secondes pour entamer cette séance de symposium des laboratoires Roche. Bon, il est 11 heures et on commence. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, le professeur Hida, avec toujours cette générosité, cette bienveillance systématique et, on va dire, habituelle quand on vient en congrès de FAS. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui posait énormément de problèmes et pour lequel on était un peu démunis, c'est l'amyotrophie spinale. C'est une communication faite dans le cadre du symposium Roche, présenté par Madame Chawki de FAS. Je vous cède la parole. Merci, monsieur. Merci à l'APF, aux organisateurs de m'avoir invité à parler de l'amyotrophie spinale, qui est un sujet d'actualité puisqu'il y a eu une nouveauté au Maroc, c'est qu'on a pu avoir l'AIMM pour une thérapie innovante récemment en 2023. Donc c'est un symposium qui est dont l'origine est le laboratoire Roche. Je commence tout de suite par définir ce que c'est que l'amyotrophie spinale. Je pense que les pédiatres connaissent tous ce que c'est. C'est une maladie génétique autosomique récessive qui se transmet selon les modalités mendéliennes. Elle est une des premières causes génétiques de la mortalité infantile. Donc c'est une maladie dont le pronostic est très fâcheux et c'est fatal dans une grande proportion des cas. Elle donne une fatigabilité musculaire progressive et qui va donner plein de complications orthopédiques et respiratoires. Le tableau clinique est variable, c'est-à-dire que la sévérité n'est pas identique, mais on peut avoir des tableaux différents avec des sévérités variables. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû à une atteinte du motoneurone, qui est deuxième motoneurone, au niveau de la corne, du corps cellulaire au niveau de la corne antérieure. Et en fait, la prévalence, elle est assez importante. Elle est au Maroc estimée à 1 sur 1800. Et les porteurs sains, c'est-à-dire ceux qui sont hétérozygotes pour la mutation ou la délétion, ils sont estimés à 1 sur 25, qui est quand même assez important. Alors, l'amyotrophie spinale, c'est ancien. C'est ancien parce que ça a été décrit déjà en 1891, les premiers cas, décrits par Verdink. Et après, donc, il y a eu d'autres cas par Hoffman. Et en fait, ils ont décrit la forme, ce qu'on appelle la forme intermédiaire, c'est-à-dire où le problème s'installe après l'acquisition de la position assise. Ensuite, il y a eu fin 19e siècle, on a décrit la forme infantile précoce. Et puis après, ensuite, c'était au cours du siècle précédent, on a décrit la forme tardive. Et donc, cette évolution des choses après fait que après ces descriptions et ces constatations cliniques, il y a eu beaucoup d'études génétiques qui ont démarré à partir des années 1990 et on a pu vers 1995 identifier le gène responsable qui est le gène SMN. D'accord? Et on va attendre ce siècle-là, à partir de 2010 où les essais cliniques ont démarré pour essayer de mettre en place des thérapies spécifiques et effectivement, ceci a abouti à 3 thérapies. Donc, il y a d'abord le NUCR5 qui a été accordé en 2016 aux États-Unis et en Europe, et puis après, il y a eu l'onasménogène, et puis dernièrement, le risdiplam en 2020. Alors, j'ai parlé de sévérité variable, effectivement. Bon, donc, il y a ce qu'on connaît tous. Donc, le type 1, il se déclare avant l'acquisition de la marche, donc entre 0 et 6 mois. Et c'est ce qu'on appelle le type de Verdink-Hoffman, où on peut appeler actuellement non-sitters, c'est-à-dire qu'ils ne s'assoient pas. Et il y a le deuxième type. Alors, ce type-là évolue rapidement vers les complications, notamment respiratoires. C'est des enfants qu'on va retrouver aux urgences assez souvent pour des infections respiratoires. Ils vont faire rapidement les complications, des malnutritions, troubles alimentaires. Et le décès souvent survient avant l'âge de 2 ans. Là, type 2, s'installe entre 6 et 18 mois et c'est les sitters. Donc, après l'acquisition de la marche, et après, il y aura des troubles locomoteurs. Le type 3, c'est après l'acquisition de la marche. Mais en fait, il y a aussi, donc c'est les 3 types, ils sont connus, mais il y a le type 0 qui peut se mettre avant, en anténatal. Donc, il y a réduction de la mobilité fœtale
et à la naissance, il y a de la raideur, il y a bien sûr la détresse respiratoire, ils sont automatiquement ventilés à la naissance. Et il y a encore le type 4 qui on peut voir chez l'adulte. Donc, alors, on va expliquer pourquoi il y a ceci. Donc, alors vous avez dit, c'est dû à l'atteinte, enfin, l'atteinte est due à une défaillance du gène SMN. Alors, c'est quoi le gène SMN? Il y a en fait le SMN1 et le SMN2. Alors, le SMN1, c'est situé sur le bras long du chromosome 5, ici. Et le SMN2, c'est une copie identique, si vous voulez, inversée, qui est située plutôt au niveau de la région centromérique. Alors, la différence entre ces deux gènes, c'est uniquement il y a une variation de 5 nucléotides, mais la plus importante, c'est cette variation-là. C'est la cytosine qui est changée en thymine, et en fait, cette modification va avoir des répercussions qu'on va expliquer. Alors, il faut savoir que chez l'humain, il y a 2 exemplaires de SMN1 et 1 à 8 copies de SMN2. D'accord? Et ceci va faire toute la modification, enfin, expliquer la diversité clinique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gène SMN1 va être transcrit pour donner la protéine SMN. Normalement, l'exon 7, il est transcrit et il va participer à l'épissage et donner une protéine fonctionnelle. Le SMN2, alors la modification de nucléotides va faire que il va y avoir un saut de l'exon 7 qui va pas être transcrit, et donc on va avoir une protéine qui n'est pas fonctionnelle, qui est tronquée. D'accord? Et donc, si vous voulez, on va expliquer encore plus. Chez l'humain, le SMN1, elle va donner la majorité de protéines fonctionnelles. Ça, c'est le sujet normal. Le SMN2, il va donner, là en bleu, 10% d'une protéine fonctionnelle. Alors, quand le SMN1 n'est pas là, quand il y a l'atteinte, alors ça peut être une délétion, ça peut être une mutation et délétion, c'est-à-dire hétérozygue aussi, à 1%. Le SMN2 va être le seul responsable de la protéine fonctionnelle. Et donc, on va comprendre que plus on a de copies de SMN, c'est-à-dire, je vous ai expliqué qu'il y a 1 à 8 copies, plus le tableau va être moins sévère. Et moins on a de copies, plus le tableau va être sévère. Donc, vous allez voir, alors le type 0, on a 1 copie, le type 2, il y a 2 copies de SMN2, type 2, 3 et 4, la même chose pour type 3, et type 4, plus de 4 copies. Alors, la protéine SMN, elle a un rôle très important. En son absence, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des complications, des répercussions, donc hypoventilation, troubles respiratoires, difficultés alimentaires, nutritionnelles, et bien sûr, c'est les déformations osseuses parce qu'il y a de l'immobilité et essentiellement la scoliose. Et puis bien sûr, le handicap moteur et toutes les difficultés liées à cet handicap. Là, je vais juste vous insister pour vous montrer là le type 1. Je vais vous montrer juste, c'est des cas. C'est un enfant qui était chez nous l'année dernière. Alors le type 1, alors ça s'installe avant l'âge de 6 mois et on voit bien que les répercussions au niveau de la respiration et le fameux thorax en cloche que vous avez connu, et bien sûr il y a le déficit moteur avec un déficit flasque, avec hyporéflexie, on n'a pas les réflexes. On peut avoir les réflexes qui sont très faibles au début, mais après ils disparaissent rapidement. Alors ce qui est étonnant chez ces enfants, c'est qu'ils ont une mimique qui est préservé, avec un éveil correct, un enfant qui vous regarde et qui est très attentif. Et donc ce déficit moteur avec une mimique préservée, c'est quelque chose qui va orienter vers le diagnostic. En plus de ça, il y a les fasciculations linguales. Donc c'est le tremblement de la langue. C'est un signe qui est très important, qui va nous faire penser au diagnostic. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors la même chose, donc on voit l'enfant qui, même si on le touche, il y a une hypomobilité, un déficit des membres inférieurs. Alors le type 2, là je vous montre les photos d'une patiente qui était récemment chez nous. C'est une enfant qui nous a été présentée par les médecins de garde comme étant paralytique cérébrale. Paralytique cérébrale avec déficit. Alors il était là pour une détresse respiratoire. Là, quand on l'examine, elle a le déficit avec l'hyporéflexie, l'atrophie musculaire très importante, et là on trouve les fasciculations linguales qui orientent le diagnostic. Le type 3, c'est des enfants qui commencent à se fatiguer après l'âge de la marche et qui vont ressembler fortement à des dystrophies musculaires progressives, comme le Duchenne, par exemple. D'accord? Mais il y a une amyotrophie qui est plus importante quand on le Duchenne.
Alors, je vais juste insister sur quelque chose de très important, c'est les fasciculations linguales. Retenez, c'est un signe qui ne trompe pas et que vous allez voir dans les types 1 et les types 2. Et il faut pas, donc vous voyez bien, retenez ça, c'est les fasciculations linguales. Il faut toujours, vous avez un enfant, de bien regarder s'ils sont là. C'est très spécifique d'une atteinte de la corne antérieure et donc de la myotrophie spinale. C'est les fasciculations. Et un autre signe très important, c'est les petits tremblements de la main, ou ce qu'on appelle les mini-myoclonies. Donc je vous montre, vous voyez, c'est un petit tremblement, il faut bien regarder, il faut être très fin dans l'analyse sémiologique. Le fait de voir ça évoque fortement et doit faire penser à la myotrophie spinale. Donc c'est les mini-myoclonies. Alors, une fois qu'on a constaté ça chez notre patient, il faut faire le diagnostic rapidement. Pourquoi actuellement on parle du diagnostic rapide? Parce que il y a des thérapies. Il y a des thérapies spécifiques qu'on va détailler, donc il faut rapidement faire. Alors, le moyen de faire le diagnostic, c'est les tests génétiques. Les tests génétiques, c'est la PCR en temps réel et la MLPA. Alors, il faut juste, je signale que là, ces tests sont disponibles à FES, MLPA disponible à FES. On peut avoir les résultats en moins d'une semaine dans notre laboratoire de génétique du CHU. Alors, avant, on parlait de l'électromyogramme, mais c'est oublié l'EMG. Ça sert absolument à rien, ça va retarder la prise en charge et le diagnostic. Allez directement vers les tests génétiques. Donc, bon, là, c'est juste l'algorithme pour faire l'étude génétique. D'abord, c'est MLPA-PCR pour voir s'il y a 0 copie de SMN1 et pour dire combien de copies il y a de SMN2. Alors, si on trouve quand même une copie de SMN1 là, il faut voir s'il n'y a pas une hétérozygosie, c'est-à-dire une mutation avec une délétion du SMN1. Alors, la prise en charge, je vais parler de la prise en charge parce que c'est très important, c'est multidisciplinaire pour tout enfant qui a un handicap moteur. Ça, et on doit avoir plein d'aspects, tout ce qui est médical, nutritionnel, de médecine physique, les traitements spécifiques, mais il faut savoir que la famille joue un rôle très important, la famille avec l'hôpital. Et les intervenants en médecine, c'est l'orthopédie, c'est les neuropédiatres, c'est tout ce qui est pneumo avec la surveillance respiratoire et bien sûr nutritionnelle. La prise en charge respiratoire est très importante. Ces enfants, ils font de l'hypoventilation, ils se mettent rapidement en hypercapnie nocturne, il faut les ventiler le plus tôt possible et dès qu'ils en ont besoin. Donc ça, c'est l'intérêt de l'exploration fonctionnelle respiratoire polysomnographie et il y a des aides techniques pour la kiné, pour les dents encomobronchiques et pour assurer justement pallier à l'hypercapnie. La prise en charge nutritionnelle, il faut pas hésiter à mettre des gastrostomies rapidement pour pallier et puis tous les traitements qui vont avec. Bien sûr, les aides, les appareillages orthopédiques est très important, surtout la surveillance du rachis. On met rapidement un corset de type garchois pour préserver la fonction respiratoire. Il faut toujours surveiller la scoliose parce que pour ces enfants-là, il faut assez rapidement essayer de fixer le rachis pour ne pas se mettre justement dans des scolioses qui vont avoir des répercussions très très douloureuses pour l'enfant et qui vont gêner la vie quotidienne. Donc on fixe par des tiges ou parfois par des arthrodèses vertébrales. C'est les chirurgiens orthopédistes qui font ça et donc il doit faire partie Alors je passe aux thérapies. Les thérapies, il y a thérapies indépendantes et des thérapies innovantes. Les thérapies indépendantes, ils aident en renforçant le muscle ou en assurant la neuroprotection des neurones. Mais ce qui a fait depuis 2016 à maintenant la différence, c'est les thérapies innovantes qui vont essayer de corriger, de produire la protéine SMN. Alors comment on fait pour produire? Soit on va mettre un transgène SMN qui va produire directement, soit en modifiant l'épissage, en corrigeant le son de l'exon 7. Alors, comment ça se passe? Il y a le premier médicament qui a été introduit, c'est le nusinersen. Il a été introduit, donc il a eu l'accord en 2016. C'est un oligonucléotide antisens qui va favoriser l'épissage et introduire l'exon 7 dans l'épissage. Et donc, ça va aboutir à une protéine fonctionnelle. Il y a eu plein d'études qui ont été faites pour aboutir à cet accord-là. Donc, il y a plein. Alors, le premier, c'était chez les petits type 1, puis après les type 1, mais présymptomatiques. Et c'est là où il y avait plein de résultats très importants, où il y avait une position assise, même la marche autonome dans 88%. C'est des enfants, c'est-à-dire présymptomatiques, qui ont été dépistés à la naissance.
avant l'apparition des symptômes. Il y a eu aussi après pour les autres après 6 mois pour le deuxième type 2. Alors c'est un traitement qui se donne par voie intrathécale. Hein, donc, il concerne le type 1, 2 et 3. Il n'y a pas de limite d'âge, des injections intrathécales et qui se font d'abord selon un schéma, puis après tous les 4 mois. Et le problème des effets secondaires, l'effet indésirable, c'est tout ce qui est la ponction lombaire, syndrome post-PL, céphalée et tout. Mais alors là, il faut juste signaler que il y a une difficulté déjà pour ces injections intrathécales parce que on se heurte à un rachis parfois très dysmorphique avec une scoliose importante et ça pose la grande difficulté pour donner ce traitement. Alors, deuxième traitement, c'est la thérapie génique, c'est l'onasemnogène à Beprovec. En fait, là, c'était en 2019, je pense, l'approbation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est on va donner, c'est de la thérapie génique, on va utiliser un vecteur pour donner chez ces patients-là. Alors, c'est indiqué dans le type 1 et 2 et surtout pour les patients présymptomatiques qui ont jusqu'à 3 copies du gène SMN et c'est une seule injection. Une seule injection. Ce traitement, il donne quand même des effets indésirables assez connus et on prend plein de précautions avant de le donner. Alors là, c'est juste vous montrer que le vecteur viral, il s'introduit par endocytose dans la cellule, il va migrer jusqu'au noyau et là, il va libérer le transgène qui va se mettre comme en épisome dans le noyau. Il va pas être intégré au génome de la cellule, il va être juste à côté. D'accord? Et il va permettre de produire la protéine fonctionnelle. Donc, j'ai dit que ce traitement-là, il faut prendre plein de précautions parce que ça donne des atteintes hépatiques, parfois des microangiopathies, atteintes rénales, atteintes cardiaques. Donc, il faut vraiment... Et d'abord, parce qu'on utilise un vecteur, un virus à donner associé, donc il faut qu'on s'assure que l'enfant n'a pas des anticorps contre ce virus, d'accord? Donc, on fait des tests pour l'enfant. Après, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte hépatique, absence d'infection. Et ensuite, on va mettre une corticothérapie pour éviter certaines réactions, comme par exemple l'atteinte hépatique, qui est en atteinte inflammatoire, et l'atteinte aussi hématologique. Et c'est une injection lente. Mais ça va être suivi aussi par une série d'examens à faire, une surveillance qui va durer plusieurs semaines pour s'assurer que l'enfant ne fait pas d'effet indésirable. Alors, juste, ce qui est bien, c'est que c'est une seule injection, et voilà. C'est un peu compliqué à donner, mais... Alors, il y a eu plein d'études aussi qui ont montré des résultats très encourageants, donc 100% absence de support respiratoire et nutritionnel, et une bonne évolution. Alors, j'arrive là au 3e médicament, le Risdiplam. Risdiplam, c'est le dernier médicament qui a eu son autorisation sur le marché européen, américain, et chez nous aussi. Comme on a eu, en 2023, on a eu l'AMM pour nos petits au Maroc. Donc, c'est un traitement qui est destiné à tous les type 1, 2 et 3, et dès le premier mois de vie. C'est-à-dire, dès qu'on fait le diagnostic, supposons qu'on a fait le diagnostic par dépistage et qu'on a fait le diagnostic d'un cas présymptomatique, on peut démarrer le traitement. D'accord? Alors, ça fait quoi? C'est comme le premier, le nusinersen, ça fait une régulation de l'épissage et ça permet d'inclure l'exon 7 et donner une protéine fonctionnelle active, efficace. Donc, la dose, et je vous présente là la dose. Donc, on traite, la dose varie en fonction de l'âge. Mais alors, l'adulte, il faut vraiment qu'on discute d'abord, est-ce que l'indication est là pour traiter l'adulte, comme c'est des formes qui sont pas très, très graves. L'indication se fait vraiment après concertation. Il y a eu beaucoup d'essais cliniques qui ont concernant le Risdiplam, donc qui ont permis d'avancer des résultats assez satisfaisants et avoir accordé l'approbation pour ce médicament. Donc, on a fait chez les symptomatiques et même chez les présymptomatiques qui ont été dépistés. Et même pour les études symptomatiques, il y a eu des essais ont été faits pour les type 1, type 2 et même chez des enfants, des patients qui ont été traités par d'autres thérapies innovantes. Donc, je vais vous exposer rapidement. Et il y a le Firefish. Donc, tous ces essais-là, c'est des fiches. Donc, Firefish, le premier, ça a été fait chez les enfants de type 1. Alors, on a remarqué que quand même, il y a une élévation de concentration de la protéine SMN
dans le système nerveux central, et puis après périphérique, et puis après il y a eu le Firefly 2, et ça concernait toujours le type 1, et on a vu quand même qu'il y a une amélioration très importante en utilisant le Show Patent. Alors le Show Patent, c'est quoi? C'est un score de fonction motrice qu'on utilise chez les nourrissons. Chez les nourrissons qui permet d'évaluer le score. Donc c'est un score qu'on va évaluer au long de l'étude. Et on a remarqué que quand même, il y a assez... je vais vous montrer là. Alors là, ici à gauche, à votre gauche, il y a l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'histoire naturelle des enfants qui ne sont pas traités. Et là, c'est avec le traitement avec le Risdiplam. Donc, on voit qu'il y a un déclin et même le décès de la fonction motrice de ces enfants-là. Alors que là, il y a quand même moins d'effets, là, surtout, et puis ils vont nécessiter la ventilation artificielle et tout ça, mais là, ils peuvent ne pas avoir carrément, il y a une fonction qui est préservée motrice et pas besoin de ventilation. Là aussi, alors c'est assez impressionnant parce qu'on voit que il y a quand même pas mal d'enfants qui peuvent s'asseoir, type 1. Hein, c'est le type 1 que généralement, ils n'acquièrent jamais la position assise. Il y en a même qui vont se mettre debout et même marcher après 24 et 48 mois. Mais il faut rappeler que ces enfants-là, si on le laisse sans traitement, généralement, ils vont finir par décéder à 4 ans, ils seront plus là. D'accord? La même chose, donc il y a une amélioration de la fonction motrice dans tous les domaines. On va voir pratiquement tenir la tête, s'asseoir, se retourner, se mettre debout et même marcher. Et bien sûr, même pour tout ce qui est fonction haute, alimentation, nutrition, il y a quand même une amélioration à 2 ans. On a pratiquement plus de problèmes de mastication, de déglutition. Et les enfants, ils peuvent être alimentés sans le bouton de gastrostomie de façon normale. Le Sunfish. Ah, ça, c'est un autre qui a été destiné pour les enfants qui ont un type 2 et type 3. D'accord? Et donc là, la même chose, on a comparé et on a trouvé quand même que il y a des effets indésirables qui sont pas très désastreux. Mais alors là, si on compare nos patients, enfin les patients qui ont reçu le Risdiplam contre les patients qui ont une évolution naturelle, donc on voit bien que la fonction motrice s'améliore et reste stable, contrairement à ces enfants où il va y avoir un déclin important de la fonction motrice. Alors après, il y a eu un autre essai, une autre étude, c'est le Jewelfish. Alors ceci, ça a été destiné aux enfants de différents types de 0 à 60 ans et qui avaient déjà reçu d'autres traitements. Et on a remarqué que le fait d'associer le Risdiplam, il donne encore une élévation plus importante des concentrations de la protéine SMN, sans effet vraiment indésirable méchant. Donc, l'association des médicaments peut être utile pour nos enfants. Alors, le dernier, le plus intéressant, c'est chez les enfants présymptomatiques, mais qui vont avoir 2 à 4 copies SMN. Alors, c'est des enfants qui ont été dépistés et chez qui le traitement a été instauré avant la fin des 6 semaines de vie. Alors, chez ces enfants-là, on a des résultats vraiment spectaculaires. Alors, vous allez voir, pour le groupe où il y a eu 2 copies SMN2, il y a pas mal d'enfants qui ont pu marcher, enfin, qui ont pu s'asseoir. Peut-être pour certains, ils ont pu marcher. Les autres, le pronostic est meilleur. Quand on a 3 copies SMN2, le pronostic est mieux. Donc là, on voit bien que pas mal, ils peuvent s'asseoir et même pour certains, ils peuvent marcher. Et c'est vraiment... donc c'est l'intérêt, là, je veux signaler l'intérêt de dépister précocement, de traiter précocement. Là, après 12 mois, on voit bien que pour les 3 copies, parce que ça a été fait entre les copies 2, 3 et 4, il y a amélioration du score Show Patent. Alors, le maximum du score, c'est 64. Et on voit bien que ces enfants-là, pour certains, bien sûr, quand on a 3 copies, 4 copies, on atteint le maximum du score. Et c'est je pense, c'est très encourageant et j'insiste encore sur le dépistage précoce. Pourquoi? Alors, je vous explique. Là, c'est l'histoire naturelle. Vous voyez, quand on a un type 1, c'est la détérioration jusqu'au décès. La type 2, c'est encore, ça se détériore, mais bon, ils vivent de façon difficile. Le type 3, un peu plus tard. Alors là, ça nous montre quand est-ce que l'effet
dans notre action quand on a fait introduire une thérapie innovante sur le pronostic. Plus on agit précocement, là regardez, ça c'est normal, c'est l'action précoce, celle-là. On a agi très tôt, dès le dépistage, ok? Alors après, là, si on tarde un peu, la fonction n'est pas très satisfaisante, là encore. Donc plus on est précoce, plus on agit rapidement. Là, donc là, je pense que j'arrive à la fin pour parler des thérapies. Est-ce qu'on va traiter tout le monde? Comment on va faire? Parce que là, c'est vrai qu'on a le médicament, il est mis en place et on peut faire déjà les demandes pour l'avoir. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des réunions de concertation, des comités de concertation pour décider qui va être traité. C'est-à-dire, on va traiter peut-être les enfants qui vont avoir plus besoin. Il faut que ça soit fait à des stades précoces, mieux présymptomatiques, et il faut insister sur le dépistage néonatal. Bon, dans notre contexte marocain, on peut pas faire le dépistage néonatal tout venant, mais ça va être un dépistage néonatal orienté vers les familles qui ont déjà eu un cas. Hein. Donc, on a des familles qui ont perdu 2, 3 enfants, et alors là, c'est des enfants là vraiment à qui il faut, c'est-à-dire proposer, insister pour faire le dépistage néonatal. Alors, je rappelle encore qu'AFES, dans notre laboratoire de génétique, le dépistage peut être fait, on peut avoir les résultats en moins de une semaine, 48 heures. Même à 48 heures, on peut avoir le résultat. Donc, il faut que tout pédiatre sache dépister, penser à la myotrophie spinale. 2 signes très importants, ce que je vous ai montré, c'est les fasciculations linguales et c'est les tremblements de la main. Insistez s'il vous plaît, ces 2 signes, ils sont très importants. Faites attention. Dès que vous voyez, il faut être minutieux dans l'examen, il faut savoir les chercher. Et puis après, si vous les trouvez, directement le test génétique. Et puis après, en neuropédiatrie, pourquoi pas, pour qu'on puisse s'occuper du reste. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, notre maître, professeur Chouki, pour cette brillante et claire présentation sur un sujet, comme vous dites, d'actualité, parce qu'il y a l'espoir d'avoir un traitement au Maroc. On est toujours au stade d'espoir, parce que le prix, ça reste encore pas très abordable. Je donne la parole à la salle pour une question. Madame El Haj Khalifa. Bon, Madame Chouki, j'ai pas besoin de vous féliciter. Toutes les fois que vous prenez la parole, vous êtes très intéressante. Moi, je voudrais, vous êtes partie surtout sur le traitement, parce qu'il faut que l'assistance sache qu'il y a un traitement, qu'il y a plusieurs traitements, qu'il y a des indications. Juste que nous dire tout à l'heure que ces traitements, est-ce qu'ils sont disponibles au Maroc, et avoir une idée du prix, parce qu'on a fait un congrès à Marrakech il y a quelques mois, et on a eu l'idée de ce chiffre énorme pour traiter. Moi, je voudrais revenir à la clinique. La clinique, parce que quand on voit un malade et on va demander un bilan, il faut juste qu'on ait une idée de ce que c'est que ça peut être. Très souvent, cet enfant, il arrive nourrisson, très souvent nourrisson. Là, nourrisson, il est paralysé, il n'arrive pas à bouger. Et dans l'esprit du pédiatre qui le voit, en tous les cas, moi, tel que j'étais, est-ce que c'est un retard psychomoteur? Très souvent, les pédiatres, on va rapidement dire c'est un retard psychomoteur. Tout de suite, vous regardez l'enfant, il a un regard qui est vif, il est souriant, il est communicant. Je suis chez le nourrisson, il peut communiquer, il rarie, il a des différentes expressions. Déjà, je ne suis plus dans le retard psychomoteur. 2, je reste dans 2 pathologies. Pathologie neurologique périphérique ou pathologie musculaire. Bien. Là, la pathologie musculaire, c'est surtout les myopathies congénitales qui est un énorme morceau de la pathologie musculaire. Bien. Il n'y a plus de place, comme tu l'as si bien dit, d'électromyogramme, parce que d'abord, c'est très douloureux, et beaucoup de gens, dans les villes, il y a très peu de gens qui font de l'électromyogramme. Bon. Et de toute façon, ça ne te fait pas le diagnostic, il faut absolument avoir le diagnostic génétique, donc c'est le gène SMN. Peux-tu repréciser la différence entre un gène SMN1 et un gène SMN2? Aussi bien pour l'étiologie que pour le pronostic. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, qu'est-ce que tu appelles des pré-symptômes avant les symptômes? Chez l'enfant, il est dans 3 situations. Ou il est dans le Wernicke-Hoffmann, ou il est dans la forme type 2, ou il est dans la forme type 3, qui ressemble à une myopathie. Donc, qu'est-ce que tu appelles pré, parce que tu vas exposer des enfants à un traitement. Tu vas leur proposer un traitement. En pré-symptomatique, qu'est-ce que c'est? Tu définis le pré-symptomatique. Voilà.
Il y a tellement de questions. Une question. Alors, je commence par les gènes SMN2, c'est ça? SMN1? En fait, c'est des gènes. Oui, je réexplique parce qu'en fait, c'est question de temps et on a besoin de dire plein de choses. Alors, SMN1 et SMN2, c'est deux gènes qui sont presque identiques, on va dire, qui sont situés sur le chromosome 5, le bras long. En fait, la différence entre ces deux gènes, alors ils sont inversés, c'est-à-dire on a un gène comme ça et l'autre il est inversé sur la région centromérique, d'accord? Alors si on veut voir comment ils sont, alors il y a une différence, c'est presque la même chose, sauf il y a 5 nucléotides. Vous savez, les séquences c'est en fonction de nucléotides. Il y a 5 nucléotides qui diffèrent des deux gènes. La plus importante, comme j'ai dit, c'est le nucléotide la cytosine au niveau de l'exon 7, parce que c'est cet exon 7 qui nous intéresse en fait, qui va être modifié au niveau du SMN2 et ça va devenir une thymine. Et comme la cytosine est très importante pour que cet exon 7 soit inclus, son absence fait que cet exon 7 n'est pas inclus. Et quand il n'est pas inclus, vous savez, je retourne un peu à béaba de la génétique, et l'ADN, elle est transcrite, et puis après, c'est la transcription en RNA, et après, elle produit une protéine. Donc, le fait que cet exon 7 ne soit pas inclus dans la transcription, dans l'épissage, fait que la protéine qui va être donnée n'est pas fonctionnelle. Elle est tronquée, elle est petite, elle va pas assurer le rôle de cette. Donc, je pense que c'est clair. Voilà. Alors après, la question présymptomatique, c'est ça? Présymptomatique. Alors, présymptomatique, ben là, c'est l'intérêt de connaître un examen neurologique du petit. J'insiste sur l'examen neurologique du petit, moins de 2 mois. Parce que c'est ça pour dire présymptomatique ou pas. Alors, on m'a toujours enseigné, moi aussi, quand j'étais jeune interne, et surtout en France, je me rappelle, avec une neuro, en France, elle m'a toujours dit, l'examen du petit moins de 2 mois, c'est 2 choses. C'est le contact oculaire et c'est le tonus. Il y a rien d'autre. Il y a ces 2 choses qu'il faut voir. Donc là, je le dis aux jeunes, c'est le contact oculaire et c'est le tonus. Eh ben, le tonus, vous le savez, c'est le tonus axial et c'est le tonus périphérique. Donc, ces enfants-là, s'ils sont symptomatiques, ils vont avoir bien sûr un contact impeccable, mais ils vont avoir une hypotonie qui commence à s'installer. C'est l'hypotonie. Alors, les symptômes, c'est l'hypotonie. Présymptomatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypotonie périphérique. C'est bon? Voilà. Les réflexes, ça peut mettre à confusion parce qu'on peut les avoir quand même. Ils peuvent être faibles et présents, mais si vous voyez quand même, regardez. Alors, il faut regarder la langue, s'il vous plaît. Si vous trouvez ça, regardez la langue et regardez les mains pour chercher les 2 signes les plus importants. Voilà. Merci beaucoup, on est pris par le temps. C'est juste deux petits points que je voudrais savoir, et puis même l'assistance. À propos des types 0, est-ce que ces types 0, donc, vous les comptabilisez, enfin, diagnostiquer sur la base de cas familiaux? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une indication pour le conseil génétique? Merci beaucoup. Alors, je commence par le dernier. Le conseil génétique, oui, bien sûr. À chaque fois qu'il y a un cas, il faut faire un conseil génétique, parce qu'on n'a pas abordé tous les aspects, mais il y a aussi le diagnostic préimplantatoire, préimplantatoire, qu'il faut peut-être évoquer avec les parents et expliquer. Alors, le conseil génétique s'impose. Il faut parce que si les parents sont pas conscients, ils vont pas aller vers les dépistages néonatal. Les parents doivent être actifs. C'est eux qui vont demander le dépistage néonatal. On va pas aller les chercher pour voir. On saura pas s'ils ont eu un nouveau bébé. D'accord? Pour l'autre question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cas, qu'il y a des cas similaires dans la famille, bien dans la fratrie? Alors souvent dans la famille, on a souvent le même type. Très souvent. Alors parfois on peut avoir, mais très souvent le même type. Les types 0, ils sont souvent malheureusement sous-diagnostiqués. Parce qu'ils ont d'autres symptômes que j'ai pas eu le temps de citer. Ils ont même des malformations cardiaques, ils ont des raideurs, arthrogrypose, ils ont une mimique, ils n'ont pas l'éveil et la mimique préservée, ils ont une mimique qui n'est pas préservée. Il y a une atonie de la face. Donc à chaque fois que vous avez un bébé qui arrive en réa, parfois même les états de mort apparentes, quand on a cette hypotonie très importante ou les déformations, il faut penser au diagnostic. Voilà. C'est juste. Merci beaucoup pour. Je vous en prie.